Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78, l'essentiel de l'actualité locale et régionale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de ce mardi 12 juin. Le département des Yvelines de nouveau touché par les inondations, conséquence de fortes pluies la nuit dernière et la soirée d'hier. Il est tombé à certains endroits l'équivalent d'un mois de précipitation, une météo qui a causé forcément de nombreuses perturbations et incidents sur le territoire. Point complet à suivre. C'était hier, l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines s'est engagée encore plus pour l'égalité entre les femmes et les hommes. L'établissement a signé une convention pour une communication sans stéréotype de sexe, un document qui s'accompagne d'une dizaine de recommandations. Et puis, il se tient ce week-end à Versailles. Le tournoi de rugby 7 de cœur revient pour sa 7e édition. Un rendez-vous caritatif au profit d'associations. On en parle avec Benoît Camps, co-organisateur de ce tournoi. Invité de ce journal également, Jean-Claude Lagron, président de l'association A10 Gratuite. Son combat, obtenir la gratuité des tronçons franciliens des autoroutes A10 et A11. Il est avec nous en plateau. Il répondra à nos questions tout à l'heure dans ce journal. L'équivalent d'un mois de pluie tombé en moins de 24 heures. Résultat, une sacrée pagaille dans les Yvelines ce mardi qui ne sont plus placés ce soir en vigilance orange par Météo France. Ce matin au réveil, certaines communes du département se sont retrouvées les pieds dans l'eau. Plusieurs d'entre elles ont activé leur plan communal de sauvegarde. Plus de 1000 interventions de pompiers des Yvelines ont été nécessaires. Des groupes scolaires fermés à Saint-Rémy-les-Chevreuses, de nombreuses pannes d'électricité et des zones qui ont même été évacuées comme au Mureau, comme vous le voyez sur ces images. 3 quartiers ont été inondés, ceux des Musiciens, de la Comtesse et des Sablons. Et forcément, avec les intempéries, beaucoup de perturbations sont à noter dans les Yvelines, notamment sur le réseau des transports. L'autoroute A13 a été coupée toute la journée dans les deux sens de circulation au niveau d'Orgeval, de Poissy et des Mureaux. L'eau est montée à certains endroits à plus d'1,40 m de haut. À 18h, à l'heure où je vous parle, une évolution à noter. L'A13 a rouvert dans le sens Paris-Province, 2 voies seulement ouvertes à la circulation et sur certains tronçons, la vitesse est limitée. Quant aux opérations de pompage, elles se poursuivent, mais elles sont difficiles car le réseau secondaire est également inondé. Les voitures bloquées sur l'autoroute ont pu être évacuées. Du côté des transports en commun, ces images impressionnantes ont fait le tour des médias aujourd'hui. Une rame du RERB a déraillé ce matin à 5h entre Saint-Rémy-les-Chevreuses et la gare de Courcelles-sur-Yvette en Essonne. 3 personnes ont été légèrement blessées. À l'origine de l'incident, un glissement de terrain. L'eau a coupé en deux le talus sur lequel étaient posés les rails. La ligne est coupée entre Saint-Rémy-les-Chevreuses et la gare d'Orsay. Les travaux de remise en état pourraient durer plusieurs semaines selon Île-de-France Mobilité. Enfin, la journée a été également très difficile pour les utilisateurs des transports à Saint-Quentin en Yvelines en raison des inondations et d'un défaut d'alimentation électrique. La gare de Saint-Quentin en Yvelines a fonctionné au ralenti. Trafic des lignes N, U et du RERC totalement interrompu ce mardi. Une reprise est très partielle sur la ligne N et le RERC s'opère depuis 16h30. Enfin, pour terminer ce point très complet, demain vous devrez encore vous armer de patience car la grève des cheminots à la SNCF se poursuit suite du 15e mouvement pointillé des cheminots. Les prévisions pour les lignes N, U et le RERC, un train sur 2 demain mercredi. Un site important pour consulter les horaires de vos trains car la météo et ses conséquences peuvent modifier ces prévisions. Transilien.com. Ça y est, je vais pouvoir peut-être un peu respirer et poser mes questions à mon invité en plateau, Jean-Claude Lagron. Bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous des autoroutes. On parlait tout à l'heure de l'autoroute A13 dans le journal. Il s'agit là d'autres autoroutes, l'A10 et l'A11, puisque votre association, l'A10 Gratuite, vous êtes président de cette association, se bat pour la gratuité des tronçons franciliens de l'A10 et l'A11. Déjà, pour donner toutes les clés à nos téléspectateurs, de quels tronçons parle-t-on exactement et pourquoi ces tronçons sont payants aujourd'hui ? Voilà, bonsoir à nouveau. Ces tronçons sont payants depuis l'origine de la création de ces autoroutes A10 et A11. En Yvelines, nous avons 2 grands axes autoroutiers. Nous avons l'A13 et nous avons l'A10 et l'A11. Il y a une particularité pour l'A10 et l'A11, la même particularité vis-à-vis d'ailleurs des autres autoroutes franciliennes, c'est que cette autoroute A10 et A11 est payante à partir de 23 km de Paris. Si on la compare par exemple à l'A13, puisque nous sommes dans les Yvelines, l'A13 est payante à 51 km de Paris. Ça a de multiples conséquences. Les premières conséquences, c'est que cette autoroute dessert des territoires périurbains très mal desservis par les transports collectifs. Donc cette autoroute a un rôle structurant pour les trajets domicile-travail. Ça concerne les populations du sud Yvelines essentiellement. Oui.
Et pour des usagers de cette autoroute qui vont aller travailler tous les jours dans les bassins d'emploi cités plus au nord, c'est-à-dire vers Saclay, vers la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, vers la ville nouvelle d'Évry, vers Massy-Palaiseau, eh bien pour les habitants des communes du sud Yvelines, notamment au niveau des péages d'Ably et d'Allainville, ça peut coûter jusqu'à 1 300 € par an. C'est évidemment considérable pour les budgets des familles, sachant que dans un ménage, des fois, il faut 2 véhicules, compte tenu des destinations de travail qui ne sont pas du tout les mêmes. Pourquoi vous avez choisi, vous, de vous battre pour la gratuité des tronçons ? À quand remonte-t-il, finalement, ce combat ? Il remonte, disons, notre combat spécifique d'association remonte à 16 ans maintenant. Mais en fait, le statut de concession sur ces tronçons a été contesté depuis le début par les populations et par les élus. Mais il y a 16 ans, donc, on a créé une association pour pouvoir défendre ce dossier-là auprès de l'État et de rassembler les élus et les populations ensemble pour faire triompher ce dossier. Voilà. Est-ce que vous sentez que la donne a changé avec la nouvelle présidence, nouveau président de la République, et nouveau gouvernement ? Est-ce que la donne a changé ? Les discussions ont évolué depuis un an ? Bien sûr que depuis un an, après les bouleversements politiques de l'année dernière, comme les Français, nous pouvions avoir un certain espoir que les choses changent dans ce domaine-là comme dans d'autres. Eh bien, malheureusement, au bout d'un an, on peut faire un petit bilan de la situation, et le petit bilan de la situation est plutôt dans le sens d'une continuité que d'un changement. Nous avons été reçus au ministère des Transports il y a quelque temps maintenant. On nous a écoutés poliment, sans plus. Et actuellement, il y a, vous savez sans doute, qu'il y a en discussion une loi d'orientation sur les mobilités, qui a fait l'objet aussi d'assises sur la mobilité. Et nous sommes impliqués dans ce débat-là, mais malheureusement, ce qu'on en pressent aujourd'hui, ce n'est pas des changements significatifs, et en tout cas pas du tout à la mesure de ce que les Français pourraient attendre, notamment aussi dans le domaine autoroutier, puisque les autoroutes ont été tenues à l'écart, précisément, des réflexions sur les mobilités en France aujourd'hui. C'est bien dommage. Le temps file, mais si on revient, en tout cas, les députés vous soutiennent, une quinzaine de parlementaires, c'est même 17 parlementaires des Yvelines et de l'Essonne qui ont écrit une lettre commune au Premier ministre Édouard Philippe. Ils demandent à être reçus sur le sujet. Ça veut dire que oui, il y a quand même un soutien à votre cause sur cette gratuité. Oui, il y a un soutien à notre cause, et on se félicite justement de l'évolution depuis un an, de l'évolution de ce soutien. C'est-à-dire que, compte tenu précisément des réponses dilatoires du gouvernement, il y a actuellement une mobilisation forte des parlementaires. Il y a eu plusieurs parlementaires de l'Essonne et des Yvelines qui ont interpellé le gouvernement et la ministre des Transports en l'occurrence. Malheureusement, les réponses n'ont pas du tout été à la mesure des attentes de ces parlementaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a actuellement une initiative de 17 parlementaires encore de l'Essonne et des Yvelines qui viennent de demander ensemble une demande d'entretien auprès du Premier ministre. Pourquoi auprès du Premier ministre ? Parce que tout simplement la ministre des Transports ne répond pas à leur demande. Et puis troisièmement, il y a actuellement une demande d'enquête parlementaire sur la gestion par l'État des concessions autoroutières. Cette enquête parlementaire, évidemment, elle a une dimension nationale, mais elle s'appuie précisément sur la situation des tronçons franciliens des autoroutes A10 et A11. Dernière question, il y a des actions prévues, notamment sur le département des Yvelines, par votre association en ce mois de juin ? Alors, il y a eu plusieurs déjà manifestations dans ce courant juin. Il y a eu une manifestation au péage de Dourdan c'était le 31 mai. Dourdan en Essonne, mais limitrophe des Yvelines. Oui, parce que en fait, l'autoroute elle est très à cheval sur l'Essonne et sur les Yvelines. Non, Dourdan c'est dans l'Essonne, sauf que le péage dit de Dourdan, il est dans les Yvelines. D'accord. Il est sur une petite commune qui s'appelle Longvilliers. Donc, on a occupé le péage pendant toute la journée en s'adressant aux usagers de l'A10, avec le soutien de plusieurs dizaines de maires qui étaient présents aussi avec nous cette autoroute. Et puis, il y a eu d'autres opérations. Il y a actuellement d'autres opérations, des opérations de tractage sur le réseau secondaire, puisque le réseau secondaire est très impacté par le péage. Le réseau secondaire devient une déviation de l'autoroute parce que les gens, évidemment, ne veulent pas acquitter le péage, donc prennent le réseau secondaire pour les travailler. Et on a un réseau secondaire extrêmement saturé. On fait aussi des manifestations sur le réseau secondaire. On arrive à la fin de cet entretien, désolé, mais en tout cas, on peut retrouver toute l'actualité de votre association sur son site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Jean-Claude Lagron d'avoir été avec nous, président de l'association A10 Gratuite.
L'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, s'engage pour l'égalité entre les femmes et les hommes. L'UVSQ a signé hier une convention pour une communication publique sans stéréotype de sexe, portée par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette convention est accompagnée d'une dizaine de recommandations afin d'éviter par exemple les affiches sexistes ou féminiser les noms de métiers. Les détails de Nicolas Kirilovitz. Oublier les vieilles expressions, chef de famille ou mademoiselle. Accorder les titres, grades et fonctions selon le sexe. En signant cette convention, l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, souhaite lutter contre les stéréotypes cachés dans sa communication, qu'elle soit écrite ou visuelle. C'est un sujet extrêmement sensible qui touche les étudiants, qui touche les enseignants et le personnel administratif, de pouvoir avoir, lorsqu'on fait par exemple des fiches d'emploi, des fiches de poste, d'avoir candidats, donc vraiment d'essayer de faire tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire de faire attention à de ne pas genrer. Pour espérer combattre efficacement les stéréotypes, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes propose au total la mise en place de 10 recommandations. Accord des métiers, usage du féminin et du masculin dans les messages. Pour la communication visuelle, éviter les couleurs douces pour les femmes et les couleurs sombres pour les hommes. Du bon sens, pas encore des habitudes. Que finalement, le langage a été peu questionné et on a peu questionné son pouvoir sur les manières de penser, de concevoir le monde, sur les représentations qu'on se fait des uns et des autres et des unes et des autres justement. Donc n'oublions pas dans toutes les luttes qu'on a, dans toutes les démarches qu'on a pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, de veiller au langage qui est utilisé. En France, seulement 8 universités se sont engagées en faveur de cette convention. Localement, l'UVSQ espère convaincre certains de l'imiter. Suite de notre dossier de la semaine sur la Coupe du Monde de football, J-2 avant le début de la compétition. Aujourd'hui, focus sur les retombées pour le département. Le parcours de l'équipe de France pourrait avoir à la fois des conséquences économiques et sportives. Décryptage avec Mickaël Elmidoro. La carte bleue n'a jamais aussi bien porté son nom ce mois de juin. Lunettes de soleil, t-shirt, claquettes, les produits dérivés aux couleurs de l'équipe de France s'arrachent dans les boutiques yvelinoises. Le best-seller, le maillot officiel. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire de publicité quoi que ce soit. Les clients, quand ils arrivent, la première chose qu'ils nous demandent, vous avez le maillot de l'équipe de France ? Oui, il est là, il est pour vous. Donc donnez-moi juste votre taille et puis je me ferai un plaisir d'aller vous le récupérer. Au total, 6 000 € de produits équipe de France ont été vendus en une semaine dans ce magasin et le parcours des Bleus en Russie pourrait encore booster les ventes jusqu'à épuiser les stocks. La rupture de stock, on n'est jamais à l'abri de cela, bien sûr. Après, je pense que dès que la Coupe du Monde va se lancer, on est aussi calé par rapport aux résultats de la France, parce que si jamais la France commence des matchs de préparation avec des scores fleuves ou même des victoires, forcément ça va se sentir sur les ventes. Un engouement qui devrait se propager dans les bars. Dans ce pub installé depuis 1998 à Voisins-le-Bretonneux, les supporters étaient déjà présents ce samedi 9 juin pour suivre le dernier match amical contre les États-Unis. Le taux de remplissage devrait encore augmenter pour les premiers matchs officiels de la Coupe du Monde. C'est simple, sur une soirée où il y a l'équipe de France qui joue, moi comme je vous l'ai dit, c'est à midi, on ne sait pas trop, mais quand c'est à 20h30, c'est 100% de remplissage. Donc l'établissement est au complet et puis il faut réserver pour avoir de la place, quoi. Pour boire un verre, c'est debout. Et pour manger, il faut réserver à l'avance. Et puis les places assises valent cher, on va dire. Au-delà du cadre commercial sur les terrains, la Coupe du Monde est aussi un moyen d'attirer de nouveaux licenciés. Dans les Yvelines, on a observé une hausse de 18% de joueurs après le dernier mondial au Brésil. Un phénomène que le président d'honneur de l'Étoile sportive de Trabes, Mustapha Larbaoui, connaît bien depuis son arrivée au club en 2003. Il y a une telle concentration de matchs, une telle concentration d'images, une telle concentration de stars finalement. C'est notre festival de Cannes tous les 4 ans. Et puis l'effet, encore une fois, nation, donc la France en particulier, forcément, oui, il y a cet engagement particulier. Aujourd'hui, le département compte 39 817 licenciés et ce chiffre pourrait exploser si la France remporte une deuxième étoile le 15 juillet prochain en Russie. On continue à parler sport dans ce journal et solidarité aussi. La 7e édition de cet événement se déroule ce week-end au stade Porche-Fontaine à Versailles. Le tournoi de rugby caritatif 7 de cœur se déroule samedi et dimanche. C'est au profit de plusieurs associations caritatives et pour en parler, un invité avec moi en plateau, Benoît Camps. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes le co-organisateur de ce tournoi 7 de cœur. Alors, c'est un tournoi de rugby à 7, mais pas que. Il y a beaucoup d'animations à côté. On aura l'occasion d'en reparler. Pourquoi organiser cet événement caritatif ? L'association Côté Ouvert qui organise le tournoi 7 de cœur a été constituée en 2009. À l'époque, on était un certain nombre de joueurs de rugby à vouloir partir faire des tournois à l'étranger l'été, chose qu'on a faite la première année. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'on souhaitait lier notre activité rugby à un volet caritatif, puisque Benoît Moreau et moi, qui sommes les deux instigateurs du tournoi, sommes touchés relativement près par le handicap. Et du coup, en fait, on a lié cette activité sportive à l'association Syndrome Kabuki au départ. Et donc, petit à petit, on a développé des moyens de collecte et de communication au profit de cette association. Et en fait, au bout de 2 ans de tournoi, donc en 2012, on est allé voir la mairie de Versailles et on a décidé de se lancer dans l'organisation de ce tournoi dont le format est très commun au Royaume-Uni notamment. Et du coup, l'idée du tournoi, c'est que les équipes qui participent ne nous reversent pas à nous, organisateurs de droits d'inscription, mais collectent de l'argent qui est directement reversé à des associations caritatives. Donc ça veut dire qu'elles arrivent à ce tournoi en ayant déjà collecté cet argent ? Exactement. En fait, l'enjeu pour nous organisateurs, c'est de trouver le budget du tournoi et donc de se passer des frais d'inscription classiques au profit des associations caritatives. Le rugby, pour porter justement ces valeurs de solidarité, d'entraide, est-ce que c'est un sport idéal ? C'est un sport d'équipe, ça véhicule plein de valeurs. Le rugby, est-ce que c'est le sport idéal pour promouvoir justement la solidarité ? Je ne sais pas s'il y a un sport idéal, je pense qu'il y a d'autres sports qui s'y prêtent très bien. Maintenant, c'était notre sport à ce moment-là, on y a joué pendant de nombreuses années. Et ça s'est fait comme ça, on aurait fait un autre sport, ça aurait aussi probablement pu marcher, mais oui, après c'est vrai que c'est un sport collectif avec des valeurs d'entraide, de solidarité, et on se rend compte en fait que les équipes sont relativement fidèles, les équipes qui participent, et elles créent des liens assez forts avec les associations au profit desquelles elles collectent. Et qui sont ces associations justement ? Alors, il y a 5 associations cette année, l'association Syndrome Kabuki, qui est celle avec laquelle on est en partenariat depuis le début. Ensuite, il y a Laurette Fugain, que tout le monde connaît certainement. Et ensuite, ce sont de plus petites associations. L'association Swing du Cœur, qui est basée à Pau, qui distribue du matériel médical, enfin qui achète du matériel médical, notamment à destination d'enfants. Ensuite, j'ai un trou... En tout cas, c'est 5 associations sur des domaines... variés. L'association Nous aussi, qui est en fait une association gérée par des personnes handicapées mentales pour faire valoir les intérêts justement des personnes handicapées mentales. Et la dernière association, c'est l'association Christo Rugby Adapté, qui promeut le rugby pour des personnes handicapées mentales majeures. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, l'an passé, pour la dernière édition, c'est 60 000 euros qui avaient été récoltés au total. 65 000 euros qui ont été collectés. Depuis la première édition, on a collecté plus de 240 000 euros et l'objectif de cette 7e édition, c'est 85 000 euros de collecte. Alors, parlons du côté sport. Il y a 2 tournois de rugby à 7. Il y aura un tournoi masculin et un tournoi féminin. Alors, il y a le tournoi masculin dont c'est la 7e édition, qui a lieu le samedi et le dimanche. Il y a 16 équipes inscrites cette année. Il y a un tournoi féminin qui a lieu le samedi. C'est la 2e édition. On a 6 équipes inscrites. Et on a, pour la 2e année également, un tournoi de rugby à 5 qui va réunir 21 équipes le dimanche. Donc ça, c'est un gros succès. C'est une forme alternative de rugby qui est plus accessible puisqu'il n'y a pas de contact et qu'il n'y a pas de contraintes de licence administrativement. Et on se rend compte aussi qu'en fait, notre objectif à nous, c'est d'augmenter toujours le montant des collectes et c'est un public qui est très efficace au niveau des collectes. Et sur le tournoi de rugby à 7, quelles sont les particularités pour ceux qui connaissent le rugby à 15 ? Quelles sont les différences finalement avec ce rugby ? Il y a 7 joueurs sur le terrain, les matchs sont beaucoup plus courts et c'est beaucoup plus spectaculaire puisqu'il y a beaucoup plus d'espace. Sur le niveau, c'est un niveau assez élevé, notamment sur le tournoi masculin. Il y a des joueurs qui évoluent en Pro D2, en Fédéral 1, c'est ça ? Il doit y avoir 4 ou 5 équipes cette année dont les joueurs sont entre la Pro D2 et la Fédéral 1. Après, le rugby à 7 a cet avantage que des joueurs qui peuvent même jouer à des niveaux un peu inférieurs sont, pas forcément avantagés, mais ont moins de difficultés à se mettre au niveau de joueurs qui évoluent à des niveaux plus importants parce que il y a beaucoup plus d'espace et les caractéristiques du jeu sont vraiment différentes. Donc un tournoi de rugby à 7 masculin, féminin, un tournoi de rugby à 5 également. Il y a aussi des animations qui seront proposées le week-end. Il y a un village pour les enfants avec des structures gonflables, des animations, du maquillage, des choses comme ça. Il y a un tournoi de dodgeball le samedi après-midi qui est assez marrant. C'est de la balle aux prisonniers déguisée.
Et en fait, pour toutes ces activités, le dodgeball, le rugby à 5 et le rugby à 7, les équipes collectent des fonds au profit des associations. L'accès au village enfant est gratuit et illimité dans une certaine mesure. Et il y a pendant tout le week-end un barbecue, une buvette. Et en fait, notre parti pris, c'est qu'une fois que nous, organisateurs, on a équilibré le budget du tournoi, tout ce qu'on récupère comme bénéfice pendant les 2 jours du tournoi, on le reverse aux associations, ce qui nous permet d'équilibrer les collectes. Et les reversements aux associations. Et je précise, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, qu'il y a une marraine et un parrain pour cette édition. Isabelle Iturburu, la journaliste de Canal+, qui présente Jour de rugby sur Canal+. Et le parrain, je l'ai perdu, c'est Henri Chavancy, qui est 3/4 centre au Racing Métro 92. International et capitaine du Racing. Et on les remercie tous les deux, ils nous soutiennent quasiment depuis le début. Et ils sont d'une aide très précieuse, ils sont top. Et on peut retrouver toutes les informations sur le tournoi 7 de cœur sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à Benoît Camps d'avoir été avec nous, co-organisateur de ce tournoi. Et je rappelle qu'il est au programme donc ce week-end au stade de Porchefontaine à Versailles. On part maintenant pour un voyage à travers les pays et les siècles. Vos guides, près de 300 enfants saint-quentinois, vous emmènent tous à l'opéra. Le nom d'un spectacle qu'ils présentent ce samedi au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. L'heure est actuellement en répétition. Regardez ce reportage de Mélanie Poquet et Michael Elmidoro. L'italien n'a plus de secret pour eux, l'opéra non plus. Dans ce cœur des enfants des écoles de Saint-Quentin en Yvelines, des trappistes, des verriérois, des ignimontins et des élans courtois. Je savais pas qu'on allait être beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens qui chantent fort, mais j'aime bien les chansons. Des fois, il y a de l'italien, il y a de l'allemand, il y a beaucoup de langues et ça fait que j'aime bien le concert et tout. Les mots, ils sont très durs à parler. C'est chanter et en même temps, quand on chante, on apprend quelques mots, quelques langues, comme l'italien en chantant, surtout l'italien. Il répète depuis le mois d'octobre pour emmener le public en voyage, un voyage historique et musical au cœur de l'opéra, une création de Pierre Calmelet. C'est un scénario où on va parler des personnages, on va parler d'Orphée, on va parler de Papageno, on va parler de personnages connus, d'auteurs connus, de pays, on fait de la géographie, on fait de l'histoire, on fait de la mythologie grecque, on fait du texte italien et c'est un projet très global pour eux. Et des répétitions hebdomadaires d'1 heure au sein des écoles élémentaires portées par l'association de promotion de la musique classique. Tout est nouveau pour eux. Même la bonne respiration pour le chant est nouveau. Il faut chanter des textes en français ou en italien sur des mélodies pas toujours très faciles. Donc tout est nouveau, mais c'est à nous de leur faire aimer cet art. Plus que quelques jours de répétition avant de rejoindre la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Pour le moment, les 300 élèves répètent encore leur gamme. Musique pour terminer ce journal. Notre portrait de la semaine est consacré à Fabem. Cet artiste rambolitain a notamment déjà fait la première partie de Renan Luce ou encore San Severino. Il est actuellement en préparation d'un nouvel album. Mélanie Poquet et Nicolas Dandry l'ont rencontré. Ce jour-là, Fabem et son guitariste Arnaud travaillent sur des maquettes. Le nouvel album prend forme. Après 2 ans d'écriture, Fabem travaille sur son 3e opus. C'est une longue phase de travail, finalement, c'est pas forcément celle que les gens voient le plus, c'est-à-dire qu'on met souvent des belles photos quand on arrive en studio, mais il y a tout un travail en amont. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec Arnaud. Et puis après, on partage ça avec les autres musiciens. Donc un long travail de plusieurs mois. Fabem est rambolitain, il se lance en solo en 2007. L'artiste délaisse alors le rock pour se diriger vers la folk et la chanson française. Son premier EP sort la même année. Ça s'est fait naturellement et puis je pense que même si j'adore le rock, j'aimerais vraiment faire du rock. Je pense que je suis meilleur en chanson française qu'en rock, ne serait-ce que pour la voix. J'ai une voix, je pense, plus feutrée, plus posée pour du rock. Enfin, c'est pas forcément l'idéal. Il y a un premier album vraiment en 2009 qui a lancé un petit peu, entre guillemets, ma carrière et m'a permis d'avoir une reconnaissance au public et professionnel et qui m'a permis aussi d'enchaîner sur un 2e album, des concerts. Vers le ciel bleu à qui je jure d'ouvrir les yeux, de prendre le temps
Quand il n'écrit pas ses séances de répétition, Fabem prépare son nouveau concert. Après San Severino ou les blaireaux de Ravel, il fait la première partie de Gauvin Cers. Fabem fait une vingtaine de concerts par an, à Rambouillet, en Ile-de-France et dans l'Hexagone. Maintenant, on se connaît assez avec les musiciens, donc on n'a plus besoin de répéter forcément, on va dire tous les jours ou se voir aussi régulièrement. Lorsqu'on a des séries de concerts, on va essayer de se voir 2 fois par semaine pour travailler ici. Et donc ça, c'est pour les séances vraiment de répétition-concert. Sinon, moi, je vais y aller seul quasiment toutes les semaines, tous les week-ends, pour travailler mon set guitare-voix ou travailler ne serait-ce que des reprises. Avons-nous fait le tour de nous? Sommes-nous lassés d'être enlacés? Aujourd'hui, Fabem travaille avec jusqu'à 4 musiciens, amis de longue date ou rencontres récentes. Je me souviens d'apprendre un morceau à la guitare à Fabien, qui commençait tout juste la guitare, donc ça date, on devait vraiment avoir... moi je devais avoir 14-15 ans, ouais, peut-être même 13. Et voilà, et depuis il a fait des beaux progrès et il m'a dépassé, heureusement. Ça fait à peu près 1 an où il m'a recontacté en me disant qu'il avait besoin d'un guitariste. Et du coup, c'est avec plaisir que je suis venu et j'ai bien fait. Parce que déjà, je connaissais Fab, donc je savais que ça allait être sympa. Il reste pas sur ses acquis. Là, je vois quand on compose des chansons, il essaie toujours de chercher quelque chose de nouveau. Il se remet en question aussi. Une dizaine de chansons est en préparation. Fabem et ses musiciens prévoient d'entrer en studio au mois d'octobre. C'est la fin de ce 7-8 journal. Très bonne soirée sur TV78.